Au Minnesota, un meurtre crapuleux n'a laissé que très peu d'indices. Un narcotrafiquant de la région devient alors un suspect. Mais il s'est bien protégé de la police. Les agents du FBI et les détectives du comté devront s'infiltrer dans un dangereux cartel pour atteindre deux gangsters qui n'ont pas hésité à tuer sans remords. Le 24 juin 1990, vers 3 heures du matin, un habitant de St. Paul au Minnesota jouissait d'une paisible nuit d'été lorsqu'il aperçut une voiture s'avancer dans la ruelle derrière chez lui. Quelques instants plus tard, il perçut le bruit distinct d'un feu qu'on allume, puis celui d'une voiture prenant la fuite. En allant voir dans la ruelle, il trouva un objet de bonne dimension en flammes. Comme il craignait que le feu ne se propage jusque chez lui, il appela le service d'urgence. Des unités d'urgence de St. Paul répondirent à son appel. Quand les pompiers eurent éteint les flammes, ils s'aperçurent qu'il ne s'agissait pas là d'un simple acte de vandalisme. L'objet en question était en fait un corps calciné, recouvert d'une bâche de plastique qui avait fondu. On dépêcha des détectives de la section des homicides sur place. Ceux-ci interrogèrent l'homme qui avait appelé le service d'urgence, mais ce dernier n'avait pas vu la voiture ni celui qui la conduisait. On ne trouva aucune pièce d'identité sur la victime. Les enquêteurs espéraient qu'une autopsie leur fournirait quelques informations. Si l'on parvenait à identifier la victime, on trouverait peut-être les auteurs de ce crime. Le médecin légiste détermina que la victime était un homme noir dans la vingtaine et qu'il était déjà mort au moment où le feu avait débuté. La mort était imputable à plusieurs blessures de projectiles à la tête. Le médecin légiste retira 3 projectiles de petit calibre. On les enverrait au laboratoire de balistique pour un examen. Même si l'incendie avait endommagé le corps de la victime, le médecin légiste trouva sur la tête des brûlures causées par de la poudre explosive. Cela indiquait qu'on l'avait tué à bout portant avec une arme à feu. Si ses doigts n'étaient pas trop abîmés, on pourrait prélever ses empreintes digitales et peut-être l'identifier. Une fois les empreintes obtenues, elles furent introduites dans la banque de données informatisée AFIS. Ce système contient les empreintes de 23 millions d'individus. On avait sans doute mis le feu au cadavre pour en rendre impossible l'identification. Grâce à la technologie AFIS, on pourrait toutefois y arriver. Mais cela demanderait un peu de temps. Les policiers croyaient qu'un meurtre aussi crapuleux était relié au monde de la drogue. L'agent spécial John Tyndall, du bureau d'enquête criminelle de l'État, faisait enquête sur les réseaux de drogue de la région. Des trafiquants ont apporté de la cocaïne dans notre État par le biais des transports publics, soit par autobus, soit par avion. La police avait créé des équipes d'interception et les avait postées à l'aéroport de St. Paul pour tenter d'endiguer l'arrivée de drogue. Les agents surveillaient les avions qui faisaient la navette entre St. Paul et des villes comme Miami et Los Angeles, d'où provenait la drogue. Leur mandat, repérer les narcotrafiquants parmi les passagers.
Le 25 juin 1990, le lendemain de la découverte du cadavre dans la ruelle, les agents surveillaient les individus qui achetaient des billets d'avion pour le jour même. Deux hommes ont abordé un commis et sont restés là pendant un moment. Ils semblaient discuter du prix de billets d'avion. Ils ont sorti une liasse de billets et réglé la note en argent liquide. Ils sont ensuite partis. Les agents interrogèrent le commis. Les deux individus s'appelaient Jeffrey English et Harry Babs. On les rattrapa à la porte d'embarquement au moment où ils attendaient de monter à bord de leur avion. On leur demanda de répondre à quelques questions. On leur a expliqué qu'ils n'avaient aucune obligation de répondre. Ils n'étaient pas en état d'arrestation et pouvaient partir s'ils le désiraient. Les deux hommes consentirent à répondre aux questions des agents et déclarèrent qu'ils retournaient à Los Angeles. Ils ajoutèrent qu'ils étaient venus à St. Paul rendre visite à leur ami Ken Jones. Les policiers leur demandèrent ensuite la permission de fouiller les bagages qu'ils avaient laissés au comptoir. Comme tous deux acceptèrent, on n'eut pas besoin d'obtenir un mandat. Les bagages n'avaient pas encore été mis dans la soute de l'avion. Dans ceux de Jeffrey English, on trouva un sac de plastique qui contenait des rouleaux d'argent liquide pour un montant total de 13 000 $. Caché à l'intérieur d'une chaussure, se trouvait un pistolet Derringer de calibre 22. Il aurait pu facilement échapper aux policiers. C'était un revolver minuscule d'une capacité de 5 projectiles avec un canon d'environ 2 cm de long. L'arme en tant que telle ne mesurait pas plus de 8 cm et elle était par conséquent très facile à dissimuler dans le creux de la main. Dans l'autre sac, on trouva un second pistolet. Ces deux armes n'avaient pas été enregistrées. Ce délit, doublé de l'important montant d'argent trouvé dans un des sacs, jetait un doute raisonnable sur les deux hommes et permettait de les arrêter. L'agent appela son collègue. Il fallait procéder à l'arrestation de Babs et English avant que leur avion ne décolle. L'appareil se trouvait toujours à proximité. Les agents montèrent à bord et y trouvèrent les deux hommes déjà assis. Au cours de l'interrogatoire qui suivit, English déclara que l'argent provenait de la vente d'une voiture. Il ajouta qu'il avait acheté le pistolet Derringer de calibre 22 sur la rue à Minneapolis. Il a alors dit qu'il ignorait d'où provenait cette arme, et j'ai trouvé cette réponse étrange. Étrange en effet qu'il songe à nous parler du passé de cette arme. Cela a été pour nous le premier indice laissant présumer que cette arme avait peut-être servi à commettre un crime. Et tout ça, juste à voir de quelle façon il nous avait répondu. Les soupçons des enquêteurs s'intensifièrent encore quand English reconnut qu'il avait acheté son billet d'avion sous un nom d'emprunt. De fait, son vrai nom était Jeffrey Barnes. On ne pouvait rien retenir contre eux, sinon le fait qu'ils possédaient illégalement des armes à feu. Les deux hommes payèrent l'amende et furent libérés. Leurs armes resteraient en possession des policiers tant que ceux-ci n'auraient pas consulté les dossiers pour vérifier si elles n'avaient pas servi à commettre des crimes. 2 semaines plus tard, la police de St. Paul reçut les résultats des analyses des empreintes digitales de l'homme dont on avait retrouvé le corps calciné dans la ruelle. C'étaient les empreintes d'un individu de la Californie. Il s'appelait Duane Walker. Cet homme de 26 ans, qui habitait dans la région de Los Angeles, avait un casier judiciaire pour vente de narcotiques. La nouvelle de la mort de Walker fit les manchettes dans sa ville natale. Après avoir appris la nouvelle, son oncle appela les autorités de St. Paul. Il déclara au détective que Walker était allé au Minnesota pour y rencontrer un certain Ken Jones.
En constatant qu'il ne revenait pas de St. Paul, l'oncle de Walker avait contacté Jones. Ce dernier lui avait dit que Walker était reparti. Les détectives de l'escouade des narcotiques étaient déjà familiers avec ce nom. Ils enquêtaient sur Jones depuis plusieurs années. On le soupçonnait d'être le plus important fournisseur de cocaïne de la région. Mais Jones était très prudent dans la conduite de son commerce de drogue et il était difficile de mener une enquête sur lui. Il faisait fréquemment des dons à des œuvres de charité de la ville et s'était ainsi créé une image de bienfaiteur. Au sein de la police, on savait qu'il s'agissait d'une couverture, tout comme les sociétés qu'il dirigeait et qui ne servaient qu'à blanchir son argent. Dans la rue, sa réputation était tout autre. Les revendeurs et les junkies disaient de Jones qu'il menait ses affaires avec une poigne de fer. Et si vous ne le payiez pas, il se vengeait en s'en prenant physiquement à vous. Depuis quelques années, les détectives cherchaient le moyen de coffrer ce narcotrafiquant. On savait que Duane Walker, la victime de l'homicide, était en sa compagnie avant de mourir. Si l'on parvenait à prouver que Jones avait été mêlé à cette affaire, on pourrait enfin le mettre derrière les barreaux. Mais pour cela, on devait recueillir des preuves contre lui. Les enquêteurs interrogèrent les employés de Jones. Peut-être quelqu'un savait-il quelque chose à propos de la rencontre entre Jones et Duane Walker. Mais les employés refusèrent tous de parler. Le baron de la drogue Ken Jones continuait son trafic illicite. Il semblait hors de portée de la loi. Le 24 juin 1990, les autorités de St. Paul avaient découvert le corps de Duane Walker, 26 ans, en flammes dans une ruelle. Dans les heures qui avaient précédé sa mort, il avait rencontré le baron de la drogue, Ken Jones. Les policiers croyaient que Jones s'était mêlé au meurtre, mais aucun témoin n'avait accepté de parler et l'on n'avait aucune preuve matérielle de son implication. Les enquêteurs eurent un coup de chance inespéré 3 mois plus tard, lorsque la police de St. Paul arrêta un homme pour une infraction au code de la route. En vérifiant dans le système informatique, on constata qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Charles Schock. On le mit en détention. Les policiers contactèrent alors l'enquêteur qui avait émis le mandat d'arrêt, l'agent spécial John Tyndall du bureau d'enquête criminelle du Minnesota. Le mandat d'arrêt contre Charles Schock était relatif à 2 kilos de cocaïne qu'il avait importé. On avait tenté de le trouver à l'adresse qu'il avait donnée, mais il n'était pas là, et l'on ignorait alors où il pouvait être. Quelques mois plus tôt, une équipe de l'escouade des narcotiques postée à l'aéroport de Minneapolis-St. Paul avait remarqué le trafiquant. On l'avait vu payer le plein tarif à la dernière minute pour un billet en partance pour Los Angeles. Schock n'avait enregistré aucun bagage, n'emmenant avec lui qu'un sac de voyage dans l'avion. Le lendemain, les agents l'avaient vu revenir, mais cette fois, il avait 2 sacs de voyage. Il était habituel pour les trafiquants de rentrer avec un sac de plus quand ils allaient chercher de la drogue. Les agents avisèrent Schock qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter, mais qu'ils pouvaient toutefois retenir ses bagages pour les inspecter. Il leur était cependant impossible de les ouvrir sans son consentement qu'il refusa de donner. Peu de temps après le départ de Schock, on fit renifler les bagages par un chien.
Celui-ci ignora l'un des sacs, mais il donna l'alerte en reniflant le second. On ne peut obtenir un mandat en ne nous basant que sur la réaction d'un chien. Cela joue un rôle primordial dans l'obtention d'un mandat, mais ça ne suffit pas. On devait également faire état du fait qu'on avait aperçu Chuck la veille au soir, arriver à l'aéroport, acheter un billet à plein tarif pour Los Angeles à la dernière minute et rentrer le lendemain matin. Ce genre de comportement est suspect. Le fait qu'il ait seulement apporté un sac avec lui dans l'avion et qu'il soit rentré avec 2 sacs était également inhabituel. Les agents obtinrent enfin l'autorisation d'ouvrir les bagages. Ils y trouvèrent 2 kilos de cocaïne. On soupçonnait Chuck d'avoir fait cette course pour quelqu'un. À ce moment-là, on ignorait avec qui ou pour qui il travaillait. Mais j'avais l'intuition qu'il faisait ses voyages pour quelqu'un d'autre. Après avoir arrêté Chuck, on lui montra les preuves contre lui. Son avocat proposa alors de faire un marché avec la police. En échange d'une peine réduite, Chuck accepterait de dire tout ce qu'il savait à propos de l'homme pour qui il travaillait. Mais surtout, il divulguerait des informations sur le meurtre irrésolu de Duane Walker. Chuck déclara que l'homme pour qui il travaillait était celui-là même qui avait commandé ce meurtre. Il s'appelait Ken Jones. Pour chaque kilo de cocaïne arrivant à bon port, Jones donnait $1000 à Chuck. Celui-ci travaillait pour le narcotrafiquant depuis ses années au collège. C'est à cause de cette longue relation soutenue que Jones n'avait pas cherché à se venger de Chuck pour la drogue confisquée. Mais Chuck n'était pas son seul commissionnaire. La petite amie de Jones jouait elle aussi un rôle important dans ce groupe criminalisé. Charles Chuck m'a révélé que cette femme était étroitement mêlée au trafic de drogue. De fait, elle avait été hôtesse de l'air pendant plusieurs années et avait apporté de la drogue pour lui quand elle était de service. Les enquêteurs demandèrent à Chuck si cette femme savait quelque chose à propos du meurtre. Chuck déclara qu'au moment de la mort de Walker, celle-ci avait été bouleversée. Elle lui avait dit que Jones lui avait ordonné de nettoyer la salle de bain de son appartement. Il y avait beaucoup de sang dans la baignoire. Chuck avait alors appris que Walker avait été abattu dans cette salle de bain. Le tireur s'appelait Jeffrey Barnes, l'homme de main de Jones, l'homme dont la valise contenait $13 000 en liquide et un pistolet Derringer de calibre 22. Il soupçonnait Barnes d'avoir fait feu sur la victime, à la nuque, et d'avoir quitté la ville le lendemain après avoir été payé par Ken Jones pour ce meurtre. Chuck soutenait que ces $13 000 que nous avions trouvés dans les bagages étaient le montant, du moins partie, de l'argent remis à Barnes par Jones pour avoir effectué ce meurtre sur commande. Le pistolet de calibre 22 que nous avions trouvé était vraisemblablement l'arme du crime. Ainsi donc, les agents avaient sans doute déjà en leur possession l'arme présumée du crime. S'ils prouvaient que cette arme avait servi à abattre Duane Walker, ils pourraient poursuivre leur enquête sur le narcotrafiquant Ken Jones et son homme de main Jeffrey Barnes relativement à cet homicide. Ils trouvèrent le Derringer de calibre 22 dans la pièce réservée aux indices. L'arme fut envoyée au laboratoire de balistique de St. Paul pour y être analysée. Les experts comparèrent les rainures et sillons du canon aux marques sur les projectiles recueillis sur la victime. Mais leurs analyses furent décevantes. Ils n'ont pas obtenu des résultats concluants, en partie parce que le canon mesurait environ 2 cm de long. Lors de son passage dans un canon comme celui-là, la balle est à peine marquée. Plus le canon est long, plus le projectile sera strié. Mais quand le canon est court, il y a moins de marques.
À défaut de résultats scientifiques pour prouver que l'arme de Barnes avait tué Walker, les autorités ne pouvaient baser leurs accusations que sur les révélations de Shock, un trafiquant de drogue. Les agents envoyèrent l'arme en question au laboratoire de l'ATF, l'agence qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu à Washington. Ils ont un laboratoire plus moderne que le nôtre. Les experts sont confrontés à des problèmes comme celui-ci presque quotidiennement. On croyait qu'ils pourraient obtenir des résultats concluants. Après avoir examiné l'arme, les experts de l'ATF sont arrivés à la conclusion que c'était bien celle qui avait servi à abattre Duane Walker. Les enquêteurs savaient maintenant que Jeffrey Barnes était en possession de l'arme du crime le lendemain de la mort de Walker. Mais jusque-là, rien ne prouvait que Barnes avait fait feu sur la victime, ni que Ken Jones avait commandé ce meurtre. Les enquêteurs demandèrent l'autorisation de fouiller l'appartement de Jones. Le juge refusa de la leur accorder parce que rien ne prouvait que le carrelage de la salle de bain était vraiment couvert de sang. Près d'un an s'était écoulé et les enquêteurs se rendaient bien compte que l'affaire ne serait jamais résolue avec leur seule ressource. Ils contactèrent l'escouade des narcotiques du FBI de St. Paul. Avec une expérience de 20 ans dans la lutte aux stupéfiants, le sergent Tom Jonaski connaissait bien Ken Jones et Jeffrey Barnes. Les deux hommes étaient tous deux des personnages imposants. Ils avaient un passé de violence. Et dès qu'on voulait interroger les gens à leur sujet, ils nous fuyaient ou nous racontaient des histoires. Les membres de l'escouade croyaient que pour atteindre le narcotrafiquant et son homme de main, il fallait passer par un complice qui voudrait bien travailler avec eux. Ils devaient trouver quelqu'un qui leur fournirait des informations de première main et qui parviendrait peut-être à obtenir des aveux enregistrés. Les enquêteurs approchèrent un informateur avec lequel ils avaient établi des contacts lors d'une autre affaire. Celui-ci ignorait si Barnes s'était mêlé au meurtre de la victime. Mais il savait toutefois que l'homme de main avait un neveu qui venait d'être libéré de prison. Le neveu en question s'appelait Russell Barnes. Dans la rue, on l'appelait Ice. À sa sortie de prison, il était venu à St. Paul pour vendre de la cocaïne grâce au contact que lui avait fourni son oncle, Jeffrey Barnes. Le jeune homme voulait gagner rapidement de l'argent. Les agents espéraient tirer parti de son impatience. À l'automne 1992, ils mirent un plan au point. Le neveu de l'homme de main était maintenant leur nouvelle cible. L'agent spécial Grant Basie, spécialisé dans l'interception de communications, participait à cette affaire. Nous nous sommes concentrés sur Russell. Premièrement, parce que c'était un important revendeur de drogue. Et deuxièmement, parce qu'il faisait affaire avec son oncle, Jeffrey. Et l'on croyait que si l'on trouvait une façon de mettre Russell dans le pétrin, cela nous faciliterait la tâche pour faire de même avec Jeffrey. Pour atteindre leur but, les agents devraient s'infiltrer dans le dangereux réseau du monde de la drogue. En 1992, les enquêteurs étaient d'avis qu'un baron de la drogue de St. Paul et son homme de main avaient tué Duane Walker. Ils avaient déjà l'arme du crime en main. Mais le sergent Tom Jonaski, alors assigné à l'escouade des narcotiques du FBI, devait trouver d'autres indices qui corroboraient ses soupçons pour arrêter le narcotrafiquant Ken Jones et son complice Jeffrey Barnes.
Le fait de disposer de cette arme ne suffisait pas pour procéder à des accusations. On devait identifier des gens ou les faire comparaître pour qu'ils témoignent et disent que, selon eux, Jeffrey Barnes et Ken Jones étaient bien mêlés à ce meurtre. L'agent spécial Grant Basie du FBI croyait que s'il coffrait d'abord Russell Barnes, le neveu de l'homme de main, celui-ci pourrait leur fournir les informations espérées. Certaines de nos sources, proches de Russell, nous avaient laissé entendre que celui-ci savait que son oncle avait commis le meurtre. Mais nous ne savions pas exactement ce qu'il savait. Pour monter cette affaire contre Russell Barnes, le FBI engagea un informateur qui avait de la crédibilité dans le milieu. Après avoir caché un micro sur lui, on lui demanda d'acheter de la drogue du neveu. Les membres de l'escouade devaient enregistrer chacune de ces transactions. C'était une opération risquée. Si quelqu'un trouvait le micro de l'informateur, il serait vraisemblablement tué. Les agents voulaient établir une relation de confiance avec Russell Barnes et éviter que celui-ci se doute qu'il était victime d'un coup monté. Au début, l'informateur ne lui acheta que de petites quantités de drogue. Mais progressivement, il fit de plus grosses transactions plus fréquemment. Ces transactions étaient toutes enregistrées. Mais Russell Barnes refusait toujours obstinément de parler du meurtre. Les agents n'étaient guère plus avancés dans la résolution de cette enquête. En mai 1993, une occasion se présenta enfin à eux. Un informateur qui travaillait pour le bureau du FBI de St. Paul sur une autre affaire informa les agents que Jeffrey Barnes et lui avaient fait de la prison en même temps. Il ajouta que Barnes et lui étaient très proches et que Barnes lui faisait confiance. Il était persuadé qu'il pourrait le convaincre de lui vendre de la cocaïne et de lui parler du meurtre de Duane Walker. Les agents testèrent l'informateur en lui demandant d'appeler l'homme de main devant eux. Il apparut tout de suite évident que Jeffrey Barnes n'avait aucune réticence à parler avec leur homme. C'était l'occasion qu'ils attendaient. Maintenant, les agents devaient trouver l'endroit où se feraient les transactions de vente de drogue. Un endroit qu'ils contrôleraient et qui pouvait être surveillé électroniquement. À ce moment-là, notre informateur vivait avec un membre de sa famille. On ne pouvait donc pas le laisser acheter de la drogue chez lui. Nous avons trouvé une maison et nous y avons installé notre homme. Il a accepté d'enregistrer ses conversations avec Jeffrey Barnes. Les enquêteurs installèrent l'informateur dans une maison appartenant au gouvernement dans le secteur ouest de St. Paul. L'informateur devait aviser le FBI dès que le suspect s'annoncerait chez lui pour une transaction. Les techniciens du FBI avaient posé des micros électroniques dans 3 pièces de la maison. Barnes se vantait souvent d'être un tueur à gages. Il disait souvent de lui qu'il était le président de la compagnie Meurtre Incorporé. Sachant cela, nous avons demandé à notre informateur de l'amener à parler des actes de violence auxquels il avait participé. Jeffrey Barnes avait la réputation de se vanter de ses présumés exploits. Les agents donnèrent quelques trucs à leur homme pour faire parler Barnes du meurtre de Duane Walker. Il devait amener le tueur à parler des coups auxquels il avait déjà participé.
Au cours d'une conversation enregistrée, l'informateur fit comme s'il avait besoin de l'aide de Barnes pour voler un vendeur de drogue. Jeffrey Barnes répliqua alors qu'il serait plus simple de le liquider. Barnes a dit à notre informateur qu'il s'agissait d'un coup relativement facile. Il lui a alors expliqué comment il procéderait. Il s'approcherait de l'homme par derrière et l'abattrait d'un coup de feu avec un pistolet. Quand la victime se serait affaissée, il l'envelopperait dans du plastique et emporterait le corps pour le laisser dans une ruelle. C'était exactement comme ça que Juwan Walker avait été tué. Ces preuves indirectes étaient certes convaincantes, mais elles ne suffisaient pas à elles seules. Comme les transactions avaient été planifiées par téléphone, les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à enregistrer les appels du suspect. Même si l'on n'obtint aucune information sur le meurtre de Walker par l'écoute de cette ligne, on eut toutefois de nombreux détails sur les opérations de trafic de drogue. En janvier 1994, l'escouade décida d'arrêter Russell Barnes en espérant qu'il s'en prendrait à son oncle. Le 29 janvier, on mit sur pied une transaction entre le neveu de Barnes et un autre informateur. La transaction devait avoir lieu dans un hôtel du centre-ville de St. Paul. Les techniciens dissimulèrent des micros dans la chambre. La qualité du son devait être irréprochable, car on comptait utiliser ces enregistrements en cours. De plus, des agents devaient suivre la transaction d'une chambre adjacente. Si Russell Barnes découvrait qu'il s'agissait d'un coup monté et devenait violent, les agents pourraient ainsi protéger leur informateur. Okay, go ahead and give me a signal. Testing 1, 2, 3. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Une fois la chambre prête, l'informateur appela Russell Barnes et l'avisa qu'il l'attendait. Les détectives de la section des enquêtes spéciales de St. Paul menaient une opération de surveillance à la maison de Russell Barnes. Après avoir reçu l'appel, il est parti à l'hôtel sans attendre. Russell Barnes avait déjà vendu de la drogue à l'informateur. Il apporta la cocaïne ainsi que les instruments nécessaires pour la peser. Il ne se doutait de rien. Pour lui, ce n'était qu'une transaction parmi d'autres. Il avait sorti la drogue et commencé l'échange sans se douter que chacune de ses paroles était enregistrée. Il était important de faire arrêter ce voleur de drogue, mais pour les agents, il était encore plus important que Russell Barnes signe une déposition selon laquelle le narcotrafiquant Ken Jones et son homme de main Jeffrey Barnes étaient les auteurs d'un meurtre. Lorsque la transaction fut terminée, les enquêteurs passèrent à l'action. Okay, we're clear. Il disposait de la preuve irréfutable que Russell Barnes avait vendu 50 grammes de cocaïne à quelqu'un. Les enquêteurs l'avisèrent alors que c'était la 3e fois qu'il était pris en flagrant délit et qu'il écoperait d'une peine minimale de 15 ans de réclusion. Ils lui demandèrent ensuite de dire tout ce qu'il savait des crimes de son oncle. On s'est assis avec lui et l'on a parlé longuement de Jeffrey Barnes et de son implication dans l'homicide de Juwan Walker. Il était hésitant à parler de son oncle et l'on a dû être persuasif. Mais après un certain temps, on a gagné sa confiance et il a accepté de nous dire ce qu'il savait du meurtre de Juwan Walker.
Son oncle Jeffrey lui avait confié que Walker avait tenté de voler de la cocaïne à Ken Jones. Il s'était donc débarrassé de lui. L'homme de main ajouta qu'ils avaient ensuite jeté le corps dans une ruelle, l'avaient arrosé d'essence avant d'y mettre le feu. Il s'agissait là d'un aveu indirect. Russell Barnes fut mis en détention. Les agents arrêtèrent également leur informateur afin que personne ne puisse se douter qu'il coopérait avec la police. Le baron de la drogue Ken Jones était toujours en liberté, tout comme son homme de main, Jeffrey Barnes. Mais l'escouade du FBI resserrait le filet sur eux. En 1994, alors qu'ils tentaient de démanteler un réseau de trafic de drogue au Minnesota, les agents du FBI et la police de St. Paul avaient arrêté le revendeur de drogue Russell Barnes qui avait accepté de collaborer avec eux. Il fournit des détails sur les crimes commis par son oncle, Jeffrey Barnes, notamment ses opérations de trafic de drogue à l'échelle nationale et le meurtre de Duane Walker en 1990. Selon le sergent Tom Donasky, les enquêteurs disposaient de preuves convaincantes contre Jeffrey Barnes, l'homme de main du narcotrafiquant Ken Jones. On avait trouvé l'arme du crime à l'aéroport. Jeffrey Barnes avait dit à l'un de nos informateurs comment s'y prendre pour tuer quelqu'un lorsque cette personne vous avait volé. Il lui avait fait la description de ce qu'il fallait faire. Cela correspondait en tout point à ce qui était arrivé à Duane Walker. De plus, son neveu nous avait dit qu'il était allé chez Jeffrey Barnes, où celui-ci lui avait parlé du meurtre. Ce membre de sa famille acceptait de témoigner en cours contre lui. En août 1994, les enquêteurs mirent l'appartement de Jeffrey Barnes sous surveillance. Cet homme de main était sûrement armé et il n'hésiterait pas à tuer. Mais celui-ci n'eut pas le temps de riposter. Le procureur n'avait encore porté aucune accusation pour l'homicide. On se contenta de le faire accuser de complot pour vente de narcotiques. Le fait qu'il ait vendu de la drogue à son ex-compagnon de cellule lui valut la peine de 30 ans d'emprisonnement. Les agents mirent l'enquête de l'homicide sur la glace jusqu'à ce qu'ils obtiennent d'autres preuves contre lui et Ken Jones. L'agent spécial Grant Basie croyait que Barnes derrière les barreaux, des témoins accepteraient peut-être de parler. Tous savaient que Jeffrey Barnes était un tueur à gages, et tous en avaient peur. Nous pensions que les gens seraient moins intimidés du fait qu'il ne sévissait plus dans la rue. Ainsi, il nous serait plus facile de leur parler quand ils seraient derrière les barreaux. Le plan fonctionna. Suite à l'arrestation de Barnes, les enquêteurs rencontrèrent un des associés de Ken Jones. Celui-ci, qui faisait aussi face à une importante peine de prison pour une affaire de drogue, proposa de devenir témoin pour le gouvernement. Il déclara qu'il connaissait intimement le cartel de drogue de Jones et qu'il avait rencontré Duane Walker peu de temps avant le meurtre. À la mi-juin 1990, Jones lui avait donné l'ordre de le conduire à bord d'une camionnette jusqu'à St. Louis où il devait rencontrer Walker. Le pick-up était équipé d'un deuxième réservoir à essence. À leur arrivée à St. Louis, Duane Walker avait mis plusieurs sacs de cocaïne dans ce faux réservoir. Plein, il contenait environ 30 kilos de drogue. La valeur de cette drogue s'élevait à plus d'1 million de dollars. Le témoin retourna à St. Paul où il laissa le véhicule à son patron. Walker était arrivé avant lui et séjournait à l'appartement de Jones. Ce dernier ne l'avait pas encore payé. De fait, lui et son homme de main avaient décidé qu'ils ne lui donneraient pas un sou.
Les deux hommes voulaient mettre la main sur cette drogue et tout simplement éliminer Duane Walker. Le 21 juin, le grand jury mit enfin en accusation Jones et son homme de main Jeffrey Barnes pour le meurtre de Duane Walker en 1990. Barnes, le présumé tueur à gages qui avait fait le coup, était déjà en détention pour recel de drogue. Le lendemain de la mise en accusation, les enquêteurs surveillèrent la maison du narcotrafiquant Ken Jones. Même si jusque-là, Jones avait réussi à éviter que les enquêteurs ne l'atteignent, il fut enfin arrêté pour homicide. Le sergent Tom Donofsky, qui faisait alors partie de l'escouade des narcotiques, était résolu à trouver des preuves pour corroborer les témoignages recueillis lors du procès. Lors de l'enquête, on s'est concentré sur le fait que Duane Walker avait été tué dans la salle de bain et que c'était là qu'il avait reçu plusieurs balles dans la tête. Je me disais qu'il y avait peut-être encore des chances de trouver des traces de sang sous le carrelage de la salle de bain. Les techniciens du Bureau d'affaires criminelles de l'État examinèrent la salle de bain. Depuis l'arrestation de Jones, de nouveaux occupants y vivaient. Ceux-ci avaient consenti à ce qu'on effectue des recherches chez eux. Les techniciens se mirent à la recherche de sang après avoir appliqué du luminol. C'était alors une technique relativement nouvelle. Le luminol entre en réaction avec les protéines du sang et les rend ainsi visibles sous un éclairage ultraviolet. On a pu conclure qu'il y avait une quantité significative de sang sous les carreaux. Les techniciens n'ont pas pu en obtenir l'ADN, mais il y en avait assez pour déterminer que c'était du sang humain, et ce, même si le meurtre avait été commis 5 ans plus tôt. C'était la preuve requise par les enquêteurs. Le 31 octobre 1995, Ken Jones et Jeffrey Barnes ont comparu lors de leur procès à St. Paul. Les procureurs ont décrit ce qui s'est sans doute passé pendant les dernières heures de vie de Duane Walker. Walker avait remis quelques 30 kilos de cocaïne à Jones. Mais le narcotrafiquant ne voulait pas le payer. Ce soir-là, lui et Jeffrey Barnes, son homme de main, ont trinqué avec Walker. Puis Walker est allé aux toilettes. C'est précisément là que Jones et Barnes avaient prévu le tuer. Duane Walker n'était pas armé. Barnes a fait feu à 3 reprises avec son pistolet Derringer de calibre 22. Comme toujours, Jones, lui, se tenait à distance. Walker est mort sur le coup. Plus tard ce soir-là, les deux hommes ont enveloppé son cadavre dans du plastique car le sang coulait toujours et ils ont mis le corps dans une voiture. Ils se sont alors rendus dans une ruelle où ils ont jeté le cadavre de Walker. Pour empêcher l'identification du cadavre, ils l'ont arrosé d'essence et y ont mis le feu. Jones a demandé l'aide de sa petite amie pour éliminer toute trace du meurtre. Le carrelage de la salle de bain était couvert de sang, en particulier près de la baignoire où Walker s'était affaissé. Elle a nettoyé la surface, mais le sang s'était écoulé sous les carreaux. 5 ans plus tard, des techniciens allaient le trouver. Ken Jones et Jeffrey Barnes ont été jugés coupables de meurtre et de trafic de drogue.
En mars 1996, ils ont tous deux été condamnés à la prison à perpétuité. Jeffrey Barnes, qui s'était déjà vanté de travailler pour la compagnie Meurtre Incorporé, n'est plus une menace pour la communauté. Quant à Ken Jones, il a tenté de se faire une réputation de bienfaiteur, mais son avidité l'a mené à commettre un meurtre. Il ne quittera jamais en vie la prison où il se trouve présentement.